3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est avec nous, gérant et analyste chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Pierre Bispunt nous accompagne, le directeur général et le responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Et Didier Borowski est également à nos côtés, le responsable de la recherche en politique macro chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Bon, la baisse du dollar est dans tous les esprits. Attaquons donc ce sujet sans attendre. Didier, Pauline le rappelait, le pire semestre pour le dollar depuis 1973, une baisse de plus de 10% face à un ensemble de grandes devises. Qu'est-ce qui fait baisser le dollar? Qu'est-ce qui peut continuer de faire baisser le dollar partant des niveaux atteints aujourd'hui? Est-ce que c'est une dépréciation conjoncturelle, cyclique? Est-ce que c'est plus profond que ça? Et est-ce que cette baisse du dollar peut commencer à poser des problèmes à d'autres zones économiques? Alors, aux États-Unis, mais à d'autres zones économiques. Je reviens à l'expression du vice-président de la BCE aujourd'hui, Luis de Guindos, qui nous dit qu'à 1,20, c'est un niveau tout à fait gérable pour la Banque centrale européenne. Au-delà, ça pourrait poser un certain nombre de troubles. Alors, je crois que c'est ni cyclique ni conjoncturel, pour une simple raison, c'est que l'écart de taux d'intérêt favorise normalement le dollar à ce stade. On a une économie américaine qui est plus résiliente pour le moment que l'économie de l'Europe, en tout cas en termes de croissance. Donc c'est pas ça le sujet. Dans le sujet, c'est l'instabilité de la gouvernance américaine. Je pense que c'est ça, et donc c'est un choc qui est lié à ça. Un choc de défiance, d'une certaine façon, vis-à-vis des actifs américains. La chose intéressante à noter, c'est qu'il y a quand même des ruptures de corrélation qu'on a observées au premier semestre. D'abord, on a observé que quand, au premier trimestre, les actions américaines baissaient, le dollar baissait également. Oui. Et puis quand elles se ressaisissent, il baisse aussi. Oui. Donc ça nous dit quelque chose quand même de l'environnement. La baisse du dollar, elle est liée quand même à une volonté de probablement diversifier ses avoirs. Donc c'est une forme de rééquilibrage des portefeuilles internationaux. Et probablement un rééquilibrage accéléré du côté des banques centrales et des fonds souverains. Ça, on le saura plus tard. Je ne serais pas surpris qu'on observe en fin d'année une tendance à la diversification en dehors du dollar, de ces grands fonds. Donc ça peut aller plus loin, bien naturellement. Je crois que ça, c'est la fin d'une période où le dollar était structurellement fort et vu par les investisseurs internationaux comme une valeur refuge. Alors, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas la fin du dollar en termes de... Je veux dire, il domine le système monétaire international, il va le dominer pendant encore probablement plus d'une décennie, mais il y a quand même des signes d'écrêtement et de volonté de diversification de la part des investisseurs qui sont assez intéressants. Et ça, c'est lié à Trump spécifiquement? C'est la gouvernance de Trump? Non, ça dure le temps du mandat de Donald Trump? Ou est-ce je que crois c'est que autre plus chose profond, encore? parce que le fait même que cette gouvernance puisse avoir lieu sans contre-poids, etc., ça nous dit quelque chose du fonctionnement des institutions américaines. Il n'y a pas les contre-pouvoirs auxquels on aurait pu s'attendre pour bloquer certaines des mesures. Donc ça nous dit quand même quelque chose. Je crois que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus structurel. Et puis à côté de ça, il y a des valeurs qui sont évidemment éligibles à une appréciation parce que fondamentalement elles sont sous-évaluées, parce qu'elles représentent une part encore assez faible des réserves de change internationales. Et donc quand un investisseur très exposé au dollar cherche à se diversifier, alors il y a eu l'or qui a été le grand gagnant, bien naturellement, de la diversification, mais l'euro ou le yen peuvent faire partie en effet des devises qui attirent des investisseurs internationaux. Alors le yen, parce qu'on retrouve des taux d'intérêt de façon un peu plus élevés, et il y a un potentiel d'appréciation assez significatif de notre point de vue, puis l'euro était sous-évalué. Alors maintenant, la question au-dessus de la communication, quel est le bon niveau? Ça, c'est un débat depuis la naissance de l'euro, quel est le bon niveau de l'euro? Là, 1,17, on est pile sur le niveau qui prévalait à la naissance de l'euro. Mais c'est un raisonnement en termes nominal, donc il est fallacieux. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est le niveau de naissance de l'euro, et on peut aller très facilement à 25, à 30 sans souffrir. Alors, le problème, c'est la vitesse de l'appréciation de l'euro. Si c'est une montée graduelle, ça pose pas de problème. Si c'est une montée très rapide, c'est plutôt des signes qui sont pas très vus de façon très positive par les banquiers centraux, parce que c'est des signes d'instabilité du marché d'échange. Donc, je pense que les propos récents visent à ancrer le fait qu'un 20, la BCE n'accueille pas ça bien. Il donne un objectif, d'une certaine manière. De les 1,20, on va les atteindre. À ses risques et périls, parce que on peut même les dépasser. Quand on ouvre la voie à un objectif, le marché va y aller. Oui. On peut les dépasser assez facilement. Et puis, il faut être clair, quand on parle de la compétitivité européenne, le sujet, c'est pas l'euro à 1,20, à 25. Le sujet, c'est le manque d'investissement, c'est la productivité, c'est beaucoup d'autres sujets qui font que l'industrie européenne, on s'est désindustrialisé et l'industrie européenne a perdu des parts de marché. Donc c'est un autre sujet que l'euro, donc il ne faut pas se tromper de combat. Si la montée de l'euro, elle est le sous-produit d'une certaine façon d'une appétence pour les actifs risqués européens,
parce qu'on voit qu'il y a des changements de gouvernance qui sont en cours, parce qu'on voit que la Commission européenne fait des propositions sur l'union des marchés des capitaux, ce qu'on appelle maintenant l'union d'épargne et d'investissement, qui vont dans le bon sens. Ouais. Et c'est le cas du côté de la réforme de la titrisation qui est proposée, et c'est le cas du côté du label financier Europe, etc. Il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de se passer du côté de la défense. Donc je pense que la perception par les investisseurs étrangers, c'est que la croissance européenne sera peut-être plus solide dans les années qui viennent. Et on le voit dans le niveau de l'euro. Le taux de change effectif de l'euro, par exemple, est au Oui, est enfin, au il plus est haut apprécié un peu, aujourd'hui. mais Enfin, c'est un- on parle de la baisse du dollar, Oui, mais est-ce que je pense qu'il c'est à voir concomitamment avec ce qui se passe sur les classes d'actifs. C'est un re-rating probablement des actifs européens. Donc l'appétence qu'il y a pour les actions européennes de la part d'investisseurs basés en dollars, bah, elle peut conduire mécaniquement aussi à une appréciation de l'euro. Donc je pense qu'il y a des stratégies de diversification de certains acteurs. Il y a une appétence pour les actifs européens par les investisseurs étrangers qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et qui étaient sous-exposés aux actifs européens. Et donc mécaniquement, ça provoque une appréciation de l'euro. Et l'euro est toujours, d'un point de vue fondamental, sous-évalué. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et même à 1,20, on n'aurait pas d'inquiétude sur la macroéconomie européenne. Puis ça fait baisser le coût de l'énergie quand on l'exprime. Donc c'est pas non plus. Ce serait un bon prétexte pour que la Banque centrale européenne, par exemple, puisse continuer de baisser un peu les taux si Ah, mais je le crois change, qu'elle- par elle exemple, a- ça peut être un... Oui, mais il faudrait vraiment des accélérations assez marquées. En tout cas, D'accord. elle a rappelé hier dans sa stratégie review, Oui. elle a rappelé tous les outils restent sur Oui. la table et elle annonce finalement une fonction de réaction plus Symétrique. proactive, symétrique. Oui, oui. C'est ce que tout le monde note, mais quand on regarde de précisément ce qu'elle en dit, ça va probablement être plus proactif que par le passé. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut justifier des actions très fortes quand l'inflation s'éloigne de sa cible, à la Oui. hausse ou à la Ouais, baisse, ouais. et que ça peut exiger des actions extrêmement rapides et fortes. Donc, potentiellement, si on voyait des pressions désinflationnistes se construire du côté de la zone euro, la BCE pourrait surprendre par davantage de baisse de taux. Mais on n'y est pas encore. Non. Donc, je pense qu'elle sera prudente. Nous, de notre point de vue, on va vers un 5 sur le taux de dépôt, donc encore 2 baisses Ah bah oui, de taux. donc il y a de la place Oui, encore. Il y a un Oui, peu plus, oui, un peu plus que ce qui est anticipé. Il y a de la place encore pour Et les le baisses de change taux pourrait du côté de la zone participer euro. à accompagner ce mouvement de baisse de taux de la Oui. Banque centrale Et puis, européenne. ne pas oublier que s'il y a des perspectives d'appréciation de l'euro du côté d'un investisseur basé en dollars, ça peut lui donner envie de jouer aussi les valeurs européennes parce qu'on a des sûr. fondamentaux de moyen terme qui s'améliorent. Ah ouais, bon. Comment on gère cette situation sur le dollar, là vos commentaires, votre analyse de la baisse du dollar, bien sûr, chez Sycomore AM, Alexandre, et puis comment on gère ça dans des portefeuilles multi-actifs? Alors, nous, on couvre l'essentiel de notre exposition au dollar hein, quand on investit sur les actions américaines aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs mois. Ce qui nous gêne, entre guillemets, c'est la différence de rythme dans les politiques économiques entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a un président qui veut relancer avec les deux moteurs, le moteur fiscal et le moteur monétaire, en mettant la pression sur Powell qui, encore aujourd'hui, a ralenti en disant non mais c'est pas pour juillet. Alors, il a dit un truc intéressant. Il a dit s'il n'y avait pas eu les tarifs, oui, là maintenant, ça aurait été le bon moment de baisser les taux. J'ai trouvé ça assez drôle d'envoyer un petit pic. Et effectivement, comme on a. Il ferme pas la porte à juillet pour autant. Hein. Il ferme pas la porte. Il dit trop tôt pour savoir. Là, le marché, grosso modo, la probabilité est à 20% pour juillet, alors qu'elle est à 95% oui. pour septembre. Ouais. Donc, je m'attendrais plutôt à septembre. Je pense que Powell, globalement, a le temps. Voilà. Évidemment qu'il attend l'effet des tarifs, qui mettent du temps à se mettre en place, parce qu'il y a eu les tarifs, mais ensuite il y a eu les pauses, et ensuite il y a eu les discussions. Et même si c'est un peu cousu de fil blanc, ce qui va nous arriver en Europe le 9 juillet, on sait à peu près où ça va. Je pense que l'Europe Je sais pas, qu'est-ce qui va nous arriver. on demande beaucoup. Alors, on devrait avoir les 10% minimum sur la plupart des produits. J'ose espérer que Trump lâchera du lest sur certaines exceptions. Il va regarder, je pense qu'en premier, les sujets de discussion, ça va être automobile, autoparts et acier et aluminium, sur lesquels on a des tarifs beaucoup plus élevés, donc entre 25 et 50%. Mais on n'est jamais à l'abri d'un Trump qui s'est mal levé et qui remet des tarifs pendant un accord intérimaire de 2 mois, le temps de laisser passer l'été. Donc je reviens sur le dollar. La raison de la baisse du dollar, enfin une des raisons de la baisse du dollar aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'on a un déficit qu'on prévoit à 9% dans les années à venir, d'autant plus si le Big Beautiful Bill passe, et que donc personne ne veut des treasuries aujourd'hui. À mon sens, c'est une des explications, c'est que personne ne veut des treasuries aujourd'hui. Et ce qui va faire revenir, à mon sens, le dollar, c'est justement probablement la déréglementation bancaire qui leur permettra d'être acheteurs en dernier ressort de treasuries. Et on sera confiant dans l'idée qu'ayant libéré de l'espace dans les bilans des banques pour acheter des treasuries, que ces banques américaines, qui restent quand même des entreprises privées, oui,
feront le choix d'aller acheter des treasuries au moment où il faudra. Ah, je pense, ouais. Ouais. Je ne sais pas si Il y aura une coordination de ce point de vue-là qui permettra quand même de trouver un nouvel acheteur marginal, quoi. C'est ça le sujet. Après, je reviens sur ce qu'a dit Didier très rapidement. C'est pas un niveau choquant aujourd'hui. C'est pas la fin du dollar, on est tout à fait d'accord. Et sur l'effet néfaste que ça peut avoir, notamment sur certaines entreprises européennes, notamment les exportatrices, ce qu'on a tendance à dire, c'est pas très grave. On regarde le passé, la plus grande période de surperformance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, on passe de 0,9 à 1,40. Donc c'est 2003-2007 grosso modo. Donc on n'est pas particulièrement inquiet de ces niveaux-là et de cette tendance aujourd'hui. Tout dépend encore une fois, les drivers qui motivent effectivement une réappréciation de l'euro ou ce qui motive en face une baisse, une baisse du dollar. Il ne faudrait pas que ce soit un moment Liz Truss, le dollar pour Trump. Voilà. Là, ce serait vraiment plus compliqué. Bon. Qui achètera des treasuries demain? Qui sera l'acheteur marginal de treasuries? Très bonne question. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites pour compléter ce tour de table, Pierre? Et comment on gère ça dans les portefeuilles et dans les gestions aussi, ça m'intéresse. Nous, c'est assez simple chez Mirae Asset Management. On est très gouverné par les indices. Donc, on prend des positions par rapport à nos indices de référence qui sont libellés parfois en dollars. Donc, on va naviguer en fait sur l'exposition. En revanche, quand on investit, à la différence de Sycomore, quand on investit sur les actions américaines, on les prend normalement avec le risque de change. Sans couverture de risque de change. Sans couverture de risque de change. Et sur les obligations, tout dépend si c'est de l'émergent ou c'est plutôt couvert, ou si c'est du high yield américain où on est libellé en dollars. Mais en même temps, on navigue sur le poids. Moi, j'ai plutôt l'impression que le dollar, ce sont des cycles, et que là, si on regarde le cycle, en 2019, moi, je me souviens d'avoir une très belle année 2019 en étant plutôt sous-exposé dollar, que j'ai eu 4 ans très très durs entre 2020 et 2024, que là je respire en étant plutôt sous-exposé dollar, et que quand je regarde les dynamiques, en fait la croissance américaine flanche alors que la croissance européenne est toujours aussi molle. On voit que l'euro a vraiment bondi par rapport au yen aussi ce mois-ci, donc le Japon, de toute façon, c'est plutôt, on va dire, plus encourageant parce que les taux montent. Il y a un tout petit peu d'inflation, mais bon, c'est quand même un pays structurellement déflationniste, toujours. Oui. Ça va mieux en Europe qu'au Japon, on va dire, mais parce que c'est peut-être plus prévisible sur la zone euro. Donc moi, j'ai quand même l'impression que c'est un cycle. Et que prenons ce qu'il y a à prendre, parce que c'est vrai que c'est plutôt sympathique quand le dollar baisse. On a un rebond des actions américaines, on n'a finalement aucun impact. Alors, on a un rebond des actions américaines sur la deuxième partie du semestre. On voyait le dollar baisser. On a vu le dollar baisser début avril. Une grosse accélération. Pendant Liberation Day. Et il n'y a pas que le dollar qui baissait. Et les actions les obligations américaines baissaient de concert. Ouais, mais grosse accélération depuis Liberation Day. Et on a vraiment. En fait, une fois qu'on a eu le point bas, on a vraiment eu le dollar qui donc la baisse du dollar, maintenant, ça devient risk-on pour les actions américaines. Moi, j'ai l'impression que c'est un soutien majeur. Non, mais Après, ce qui est rigolo dans ce marché, c'est que, de toute façon, c'est ça qui est passionnant dans notre métier, je trouve, c'est qu'on a des forces en présence qui ne sont pas cohérentes. On a effectivement une baisse du dollar qui correspond un peu à l'equity d'un pays. Donc c'est vrai que c'est pas bon signe pour les États-Unis, mais en même temps, on a, alors que ça c'est contre toute attente, les taux américains, notamment à 10 ans, une courbe qui s'aplatit alors qu'il y a quand même de Big Beautiful Bill qui arrive et les tarifs. Donc ça veut dire quand même que le marché se dit que les tarifs c'est fini. Enfin à mon avis. C'est comme les répliques lors des attentats. Et ben là, on est vraiment en réplique et ça va être un tout petit effet quoi qu'il se passe. Et on a les marchés actions américaines qui, là, caracolent en tête. DeepSeek, dont on a commenté en janvier, c'est fini. On est vraiment au plus haut sur Broadcom, sur Nvidia. Et on a la tech américaine qui recommence à bondir. On a vraiment, et là franchement, on a des niveaux de valorisation sur les actions tech qui sont stratosphériques, stratosphériques. Et on a encore une fois une force d'un marché qui profite de la baisse du dollar avec ses champions. Donc c'est vrai que c'est pas très cohérent, mais c'est pour ça que
nous, on a plutôt de la chance d'aborder les sujets par rapport à l'indice de référence, savoir si on est en dollars ou pas en dollars. Attends. Voilà, c'est quand même plus Et la simple. situation du marché américain, là, je me tourne à nouveau vers vous, Alexandre, c'est une situation où le marché s'est accoutumé effectivement à la gouvernance de Trump, l'aspect tarifaire, etc. Ou est-ce qu'on est dans une forme de complaisance? Il faut juste en avoir confiance, hein. Après, voilà, on peut rester pragmatique et c'est vrai que le momentum semble revenir en faveur des actions américaines. Mais est-ce qu'on atteint des niveaux de complaisance où tous les risques ne seraient pas forcément bien anticipés? Je ne sais pas si c'est de la complaisance. Pour moi, le rebond, il s'est fait via, comme ça fait plusieurs fois maintenant, via le retail, qui revient sur alors, la tech non profitable, les valeurs les plus shortées. Bon, le retail a plutôt été en avance sur ces sujets depuis quelques temps, donc c'est plutôt une bonne chose. On a les CTA, les hedge funds qui suivent, qui sont très momentum, donc soit par rachat de short, soit par position net long. Maintenant, on revient finalement sur cette histoire de tarifs, on revient à une situation précédente, un peu moins bien que la situation précédente. Le marché est au-dessus on est sur les points hauts de l'année, on a dépassé les précédents points hauts. À mon Et on ne sens, prévoit pas de ralentissement de l'économie américaine, quoi. Je veux dire, à 6200 points même- sur le S&P 500. c'est même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, on reparle, le narratif redevient Goldilocks. Ouais. Est-ce qu'on va y être en Goldilocks? J'en suis pas certain. Après, l'économie américaine, le fait est qu'elle ne montre pas de signes de Pas de ralentissement décrochage. fort. Oui, oui. Il y a une dichotomie entre les soft data qui étaient vraiment mauvaises à un moment et les hard data qui continuaient de bien publier. Donc la question, c'est de savoir comment le rapprochement va se faire. On n'a pas l'impression aujourd'hui que c'est les hard data qui vont suivre les soft data. Donc, c'est pas complètement incohérent. Maintenant, le marché américain est relativement cher et on ne voit pas de catalyseur supplémentaire pour que le marché aille beaucoup plus loin. On a l'impression que tout est à peu près parfaitement Goldilocks, pricé. ça voudrait dire par exemple que le marché à 6200 points S&P intègre une Fed qui aura les marges de manœuvre pour baisser les taux comme on l'attend, Oui. sans problème. Oui, c'est ça, une etc. inflation qui décélère, 2 à 3 D'accord. baisses de taux, et puis un nouveau gouverneur de la Fed qui sera très dovish parce que nommé par Trump. Bon, ben, sur ces sujets, ça m'intéresse d'avoir. Je rappelle, Didier, vous suivez les politiques macro dans le monde. One Big Beautiful Bill, quel type d'impact sur la croissance américaine est-ce qu'on peut en attendre? Sur l'inflation éventuellement, et puis on pourra parler de la Fed également, et puis du processus de succession. Dans quelle mesure c'est un sujet quand même important? Est-ce que c'est un sujet qui peut troubler les anticipations de marché des investisseurs? Bon, un point à dire sur ce plan budgétaire qui en a un examen du côté du Sénat, c'est que le Sénat, finalement, a alourdi la dérive budgétaire. C'est-à-dire que ce qui était anticipé à 2500 milliards, on est plutôt à 3300 milliards. Donc, fondamentalement, on se retrouve avec des estimations d'une dérive budgétaire sur les 10 prochaines années qui sera supérieure à ce qui était anticipé quand le plan est passé à la Chambre des représentants. On attend de voir quels sont les amendements finaux et quand est-ce qu'il va passer, mais ça devrait se faire probablement durant la semaine. Donc ça veut dire une chose, c'est que la thématique, et c'est là où on pense que c'est une thématique au long cours, la thématique dont parlait Alexandre, la dérive budgétaire américaine, c'est une des raisons aussi, bien sûr, des doutes sur le statut du dollar comme valeur de réserve. Et c'est aussi un doute sur la soutenabilité budgétaire américaine à moyen et long terme. Hein. Donc je pense que là, quelque chose qui n'est pas du tout vu par les investisseurs actions, c'est ce qui peut se produire à terme sur les marchés obligataires américains. Parce qu'il y aura une dose, évidemment, d'achat par les banques du fait de la déréglementation d'achat de titres du Trésor américain. Il y a quand même des tombereaux de titres du Trésor qui seront émis, qui devront trouver preneur. On a commencé à voir la prime de terme monter. Il y a quelque chose d'un peu stupéfiant, c'est de voir la courbe des taux s'aplatir. Donc je suis d'accord avec ce que Pierre disait. Ça, c'est surtout depuis la fin de la guerre des 12 jours. Hein, c'est ça qu'on a vu ce mouvement. Mais de notre point de vue, d'aplastissement structurellement, de la ça devrait être plutôt pontificateur de courbe, cette histoire. Parce qu'il y a en effet des raisons de baisser les taux d'intérêt d'ici la mi-2026, de notre point de vue, parce qu'il y a quand même des signes d'effritement du cycle qui commencent à se matérialiser. Rien de très grave. Nous, on anticipe une croissance entre un 5 et un 7. Voilà. Du côté de l'économie américaine, c'est très en deçà du potentiel. Ça peut justifier d'aller vers un taux neutre qui est plus faible que le taux actuel. Bon, c'est ce que les marchés sont en train d'anticiper comme scénario. Mais il y a des évolutions au long cours. La dette américaine, c'est vraiment quelque chose qui va marquer la décennie qui vient.
Parce qu'on ne peut pas imaginer que la politique budgétaire reste inchangée dans la décennie qui vient. Et le marché action budgétaire. le price pas parce non, que c'est un horizon trop le lien lointain entre- aujourd'hui. Ouais, le lien entre les taux américains, le fait qu'on puisse avoir quelques tensions sur les taux américains et que ça puisse rétroagir sur l'économie américaine, c'est pas bien anticipé, je pense, par les investisseurs. Les investisseurs anticipent, j'ai envie de dire, quand vous regardez les valorisations, ce que dit Alexandre, anticipent que tout se passe bien. Bon, est-ce qu'on peut avoir des déceptions sur l'évolution des profits sans récession? Oui. Oui, Les non, mais bien investisseurs, sûr. voilà. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important à dire, c'est que dans le rebond du second trimestre sur les actions américaines, ce n'est pas les investisseurs étrangers qui sont revenus sur les actions américaines. C'est une réallocation Domestique. à l'intérieur, une réallocation domestique. Ah ouais. Donc, elle n'a pas les mêmes natures que la correction sur les actions qu'on a observées au premier trimestre. Est-ce que c'est une loi budgétaire qui ajoute de la croissance à l'économie Alors, oui, il y américaine? a un segment offre, on le sait, les baisses d'impôts, la pérennisation des baisses d'impôts passées, les baisses d'impôts, c'est quelque chose qui peut jouer, en effet. Attention, il y a quand même quelque chose qui va aussi beaucoup peser sur les moins nantis. Hein, je veux dire, les coupes claires dans les programmes Medicaid, c'est quelque chose, quand on voit le nombre d'Américains qui ne seront plus du tout assurés, il va monter plus de 10 millions. Enfin, il y a quand même des choses qui peuvent être... Dit de manière un peu simpliste, c'est un gain pour le top 20% Oui, c'est ça, c'est un gain, en gros, de la population américaine. et c'est une perte. C'est une perte pour le 20% le plus Oui, bas de la donc population américaine. là aussi, c'est un facteur en termes, ça va accroître les inégalités de facto. C'est un programme budgétaire qui va accroître les inégalités au sein des États-Unis. Alors, ça va pas se voir mécaniquement dans la conjoncture à court terme. Enfin, ça fait quand même, ça ajoute des doutes sur la soutenabilité du modèle qui est en train de se construire outre-Atlantique et qui peut participer d'ailleurs à la défiance sur certains titres américains. Donc, attention quand même. Et puis, il y a des choses qui sont complètement imprévisibles. Je crois que ça a été dit. La politique tarifaire, on peut encore être surpris et pas forcément pour le bien. Donc attention à ça. Sur l'inflation, je pense qu'on aura quelques hausses de prix, parce que fort mécaniquement, la hausse des tarifs douaniers est couplée à la baisse du dollar. Quelques hausses de prix dans les mois qui viennent. Mais rien qui remettra en cause la trajectoire de la Fed. Je pense pas, parce que je pense que ce qui l'emportera, c'est les signes d'effritement du cycle. Donc la Fed prend le risque d'être en retard, là. Oui, mais elle peut réagir beaucoup plus vite après. Le risque d'être en retard, septembre, c'est ce qui est anticipé, ça nous paraît tout à fait rationnel. Nous, on n'a pas changé notre fusil d'épaule, 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, et puis on entend même encore plus de baisses. Oui, ça continue en 2026, oui, tout s'arrête pas au ça 31 continue. décembre. Oui, bien sûr. Bon, mais sur la Fed, la succession de Powell, ça m'intéresse aussi, au-delà du carnet People, de savoir qui, le profil, la manière de faire. Mais juste sur l'économie américaine, sûr. il y a quand même un, je pense au scénario boucle d'or qui est en train d'arriver. Mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'on a l'impression que l'économie américaine, chaque fois qu'il y a une bêtise de fait, elle est sauvée. Elle est sauvée par la baisse du pétrole, elle est sauvée par la baisse du dollar. C'est absolument incroyable. Et franchement, il y a quand même cette manière de réancrer les anticipations de manière extrêmement basse avec les tarifs. Donc tout le monde a coupé d'un coup et drastiquement ces prévisions de croissance. Je crois qu'on est parti avant les tarifs. À 3 oui. Là, on est entre 1,5 et 1,7, tranquille. On a un premier trimestre qui est absolument délétère, hein, vraiment un truc auquel on ne s'attendait pas, un truc aussi bas avant même l'entrée en vigueur des tarifs. Donc on a tous des anticipations extrêmement basses et à chaque fois, il se passe un truc. Donc là, c'est la baisse du dollar et la baisse du pétrole. Qui fait que l'économie américaine repart de l'avant et les marchés. Alors, autant les marchés, c'est vraiment une somme prod, on va dire, des capitalisations boursières. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui tire les marchés. Mais c'est vrai qu'on a quand même une structure des marchés financiers américains qui sont vraiment extraordinaires. En téflon, quoi. Ouais, à chaque fois, il y a des titres qui baissent. Tesla, ça se voit pas du tout, la volatilité de Tesla paraît-il que c'est un marché extrêmement concentré, on devrait le voir, pas du tout. En fait, c'est vraiment... La performance s'est quand même reconcentrée, là, dans le rallye américain des dernières semaines, du deuxième trimestre. Même les solémides reviennent. Donc, franchement, on a vraiment une structure de marché qui est encourageante. Donc, Trump a l'art de recréer du potentiel de surprise positive. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'en fait, le marché sait que Trump écoute, à mon avis, le marché. Et justement, je pense que c'est l'inverse, c'est que Trump ne fait pas le marché, c'est le marché qui fait Trump. Et nous, on était vraiment sûrs qu'à moins 20 sur le Nasdaq, il allait faire marche arrière. Et là, on a face à nous des surprises, un risque de surprise positive encore sur l'économie américaine, sur le marché américain. En tout cas, est-ce qu'on a des surprises négatives à attendre? Moi, je ne crois pas du tout. Vraiment, même une guerre contre l'Iran, ça n'a rien fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a...
Et le truc important sur les banques centrales, et je ne sais pas pourquoi plus personne n'en parle, mais le truc important, c'est la réduction du bilan de la Fed. Tiens, on parle tous des treasuries, mais la réduction du bilan de la Fed, elle est énorme. Et donc, qui doit acheter des treasuries, des la Fed treasuries Bon, bah, alors ça va être mais non, mais, parfait, ça. mais non, mais ça a déjà été fait. Mais en fait, je Oui, pense oui. mais non, mais il y a Ah, vraiment un avant et un après 2008. C'est la feuille de route du successeur de Jerome Powell. Non, mais Acheter des treasuries, Ah, quoi qu'il arrive. En tout quoi. cas, mais non, pas quoi qu'il arrive, en cas de problème. Et franchement, avant 2008 et après 2008, je pense que les outils mis à la disposition des banquiers centraux sont tellement atypiques et tellement énormes que c'est pour ça que les crises se résolvent hyper rapidement. À 2008, on a mis quand même très longtemps à s'en remettre. Oui. Voilà, franchement, le Covid, quelques mois. 2022, une récession qu'on n'a jamais vue D'accord. passer. Mais là, on est sur des chocs, des facteurs exogènes qui impliquent une réaction Ouais. des banques centrales. Si c'est pour financer le déficit américain qui va à 9%, Sauf je ne sais pas comment le marché le prendrait, Sauf que, Pierre, non, mais, pour dire les choses. non, mais effectivement, mais est-ce que ça va être le cas? J'en sais Non, rien. ouais. Est-ce qu'il va y avoir une alternance politique? Probablement. Mais en tout état de cause, on voit bien que l'économie américaine tient alors que Jérôme Powell garde les taux entre 4,25 et 4,50 et que le bilan se réduit à vitesse. Ah ouais. Toujours à vitesse. Donc vraiment, on est quand même dans une économie qui est fabuleuse. Enfin, je pense que c'est vraiment, Ah non, non, c'est mais- vraiment non. cool Oui, oui. d'être banquier central à la Fed. Parce que franchement, on doit être surpris Il faut tous juste les accepter jours. de se faire insulter tous les jours. Ouais, mais Non, mais je pense que- il y je a pense que d'autres l'ego- parties peut-être plus plaisantes dans le boulot. L'ego, c'est horrible, mais en tout cas, c'est spectaculaire. Bon, sur la succession de Powell, Alexandre, ça trouble quand même. C'est un sujet de discussion. Oui, oui, c'est un sujet de discussion. Bah, le sujet principal, c'est est-ce que, à mon sens, est-ce que la Fed va continuer d'être indépendante ou pas? Je pense que oui. Je ne vois pas Trump aller aussi loin que dicter au banquier central en place de faire tel ou tel. Puis il y a un board. Hein. Enfin, je veux dire, Oui, voilà, il se- il nommer est pas un tout seul, président, bien est-ce sûr. que ça suffit à mettre sous coupe réglée une institution comme la Réserve fédérale américaine, qui a quand même des gouverneurs, un board, un directoire, etc. Oui, c'est plus compliqué que ça, Oui, oui. effectivement. Donc c'est assez Ça ferait équilibré. tâche que le président soit mis en minorité par son board, j'imagine. Voilà. Mais ça reste possible si nécessaire. Hein. Donc oui. Bon, après, Oui. j'essaye de pas trop avoir cette Ouais, ouais, crainte-là. ouais. J'en ai d'autres. Non, non, mais Mais celle-là, je l'ai pas. Donc, à la limite, le successeur. De toute façon, je pense que, à un moment donné, on a parlé de Scott Bessent. On a parlé d'autres aussi. Bon, Scott Bessent est, à mon sens, aujourd'hui à la Maison Blanche, l'adulte dans la pièce, celui qui est à peu près sérieux, ou du moins qui déborde le moins. Donc, je serais plutôt favorable à ça. Voilà, ça va pas changer la donne. La ligne directrice qu'on a donnée tous les trois, peut-être Pierre avec plus de conviction, c'est non, que... mais pour revenir au dollar, est-ce que c'est typiquement le genre de nomination qui est important pour conserver peut-être voilà, quand même une forme de confiance dans le dollar, etc. Ou à l'inverse, qui peut accroître encore Je pense que la nomination n'aura pas tellement d'effet. C'est plutôt les actes Les qui décisions. en auront. Et D'accord. si la Fed se contente d'intervenir effectivement en cas de problème, on Ouais. est OK. Ce que le marché, à mon sens, sur le dollar n'apprécie pas, c'est cette volonté de relance forte, alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. La Big Beautiful Bill, il n'y en a pas besoin. Que Powell baisse les taux drastiquement, oui, il peut le faire. Est-ce que c'est une urgence? Non, ça l'est pas. Donc voilà, si la Fed se met, par le plus grand des hasards, à faire un quantitative easing alors qu'il n'y en a pas besoin, oui, Là, il ce va y serait avoir un problématique. effet sur le dollar assez fort et ce J'entends. sera problématique. J'entends. Bon, un mot sur la succession de Powell. Enfin, ce sera quoi la différence entre un bon président de la Fed qui baissera ses taux en 2026, puisqu'il faudra baisser quand même les taux, et un mauvais président de la Fed qui, lui aussi, baisserait les taux en 2026 Naturellement, on en fait beaucoup en termes de communication sur sa succession, mais il faut rappeler que Powell a été nommé par Trump. Ah oui. Donc, qu'un candidat, une fois qu'il arrive à la Réserve fédérale, il est obligé D'accord. d'ancrer sa crédibilité. D'accord. Donc, je rejoins les propos. Il ne pourra pas faire n'importe quoi.
Donc, si c'est rationnel et jugé rationnel, c'est-à-dire les actions à la fois de baisse des taux, ce sera bien interprété par les marchés. Si en revanche on voit trop la main de la Maison Le Blanche, fantoche, ouais, d'accord. ce sera une crise, Ah ouais. une crise inouïe sur les actifs américains et ça peut déstabiliser le dollar Hmm. et également D'accord. les marchés du Trésor américain. Donc la priorité de celui ou celle qui sera nommé à la tête de la Réserve fédérale, ce sera de montrer qu'il ou elle est crédible. Ah ouais. Donc je ne suis pas outre mesure inquiet. Alors, et mécaniquement, ça va faire beaucoup de buzz jusqu'à septembre-octobre, parce que je comprends que la nomination aura lieu avant la fin de l'été, enfin probablement, Ouais. mais la succession intervient en mai. Donc évidemment, cette période intérimaire où on aura 2 paroles. deux paroles, c'est-à-dire le successeur est quelque chose qui peut faire, qui est pas très bonne, hein, si jamais Ben celui oui. qui est prêt à succéder ne tient pas le même discours que le gouverneur en poste de la Réserve fédérale, ça peut... Comme une manière de faire qui montre qu'on est prêt à aller loin pour Ça, saper quand absolument. même la parole d'une institution, quoi. Oui, mais encore une fois, il y a Même ce que- si ça il y n'a a ce pas que Donald d'effet Trump, démesuré, il mais y a ce que Donald Trump dit et il y a ce qu'il fait. Je pense qu'il sera aussi conseillé sur le fait que ce serait contre-productif pour lui-même d'avoir une réserve fédérale qui perd sa crédibilité. ouais. Parce que c'est un des éléments. Lui aussi en serait perdant. Mais bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Sur l'Europe, Didier, puisqu'on parlait de risque, de surprise potentielle sur l'économie américaine, est-ce qu'on est dans un régime avec des perspectives européennes qui suggèrent qu'on puisse avoir des risques à la hausse, des surprises positives sur la macro Tous les européenne. yeux vont être rivés sur l'Allemagne Ouais. à court terme, parce qu'il y a les réformes dont j'ai parlé Ouais. côté Commission européenne, mais en termes conjoncturels, c'est évidemment le grand plan de relance allemand qui retient l'attention. Le projet de loi de finances allemand a été présenté la semaine passée. Il sera voté sans doute d'ici la fin du mois de septembre. Donc, il semble qu'il y ait une accélération quand même de l'agenda du déboursement des fonds du côté de l'Allemagne. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir, c'est probablement à compter du 4e trimestre, des dépenses assez substantielles du côté de la défense, puisqu'ils vont augmenter de 10 milliards en année pleine leurs dépenses de défense en 2025. Ils seront à 3,4 points de PIB, à 2,4 points de PIB, puis 3 points de PIB dès l'année d'après. Ouais. Donc ça veut dire que ça va vite, ils vont très vite vers leur cible de 3,5 points de PIB. Et puis il y a les infrastructures, puisqu'il y a 120 milliards d'euros de budgétés en année pleine 2025 sur les infrastructures allemandes. Donc ça, c'est quelque chose qui va très vite. Alors le début, ça va être via les chemins de fer, enfin le rail, et donc des infrastructures, l'éducation, il y a énormément de choses qui vont être faites. Donc dans un premier temps, il faut être clair, hein, vu que le PIB allemand est resté stable depuis 5 ans, avec 2 récessions au cours des 2 dernières années, la priorité, bien sûr, ça va être de faire que l'économie allemande en bénéficie d'abord. Ouais. Hein, et les multiplicateurs vont être assez élevés. Les Ouais. multiplicateurs d'infrastructures Ouais. sont historiquement très élevés, a fortiori quand vous êtes en bas de cycle. Donc c'est quelque Et que chose. vous avez sous-investi pendant très longtemps. Et le sous-investissement. Oui. Donc il y a tout le rationnel est là. Et la question était de savoir à quelle vitesse ils vont commencer à débourser. Il semble que le calendrier s'accélère. Ouais. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle pour l'Allemagne, ce serait une bonne nouvelle aussi parce que mécaniquement, ça jouera par percolation, j'ai envie de dire, sur les partenaires commerciaux. Enfin, ne pas oublier quand même que la priorité des Allemands, ce sera de faire bénéficier leur économie de leur effort budgétaire Et très ce qui est important. bon pour Et c'est très l'Allemagne positif. reste bon pour l'Europe. Bien sûr, c'est très positif. Ça peut Et facilement 2% de ajouter- croissance l'an prochain en Allemagne, c'est possible. non. Ah. Mais en revanche, oui, est-ce qu'on peut aller au-delà de 1% de croissance si tant est qu'on ait vraiment que ce soit voté, que ce soit déboursé assez rapidement, quatrième, premier trimestre, on peut escompter plus de 1% de croissance. Donc, alors attention, ça ne va pas être de la croissance potentielle. Non, Hein. pas tout de suite. D'accord. Il y a des fonds, Ok. mais ces fonds, Il y a du conjoncturel. mais il y a des fonds qui vont être déboursés pendant 10 ans. Ah ouais. Il y a 500 milliards d'euros. Donc, même si ce n'est pas du potentiel au sens théorique du terme, du tendanciel sur 10 ans, ça peut finir par faire du potentiel de croissance et de la productivité. Donc ça évidemment, et ça fait partie, je pense, du regain d'intérêt pour les actifs Pour l'euro. européens, parce que c'est couplé, bien sûr, avec une nouvelle Des approche sur les perspectives, dépenses, mais bien avec sûr. des perspectives, et avec le fait que on va libérer, enfin, espérons-le, davantage l'épargne privée pour financer l'investissement. Donc tout ça, ça donne de l'optimisme sur l'écosystème qui peut se construire dans les prochaines années en Europe. Bon, est-ce qu'on a envie de partager, de surfer sur cet optimisme? Pierre, comment on organise un peu les stratégies d'investissement pour la deuxième partie d'année, partant de ce qu'on a connu, évidemment, au cours du premier semestre? Oui, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'optimisme, mais encore, le diable est dans les détails. Et quand on regarde la constitution des indices européens, on voit que sectoriellement, c'est vraiment le jour et la nuit entre la défense et la consommation de base, par exemple. Ouais. Donc, il faut faire vraiment très attention à quel secteur on privilégie. Donc, la défense, c'est vraiment l'évidence depuis cette année, mais depuis 4 ans, en 3 ans, on va dire, en Europe, c'est vraiment les banques. Le secteur financier est incroyablement vigoureux, tandis qu'on a quand même des secteurs qui sont en berne et sur longue période, hein, sur longue période, sur 3 à 5 ans, on n'est vraiment pas, donc des secteurs qui sont vraiment en baisse
Donc il nous reste quoi? La défense ultra chère et le secteur financier, c'est ce qui tient le marché européen aujourd'hui? Mais j'ai envie de vous dire que, que Nvidia a 1 billion, puisque le terme exact pour 1000 milliards, c'est 1 billion. D'accord. Et ben 1 billion, c'était déjà cher. À 2 billions, c'était cher. Et ça à vaut plus de 3, 5. Et donc, qu'est-ce qui est cher? Le cher en spot ne veut pas dire grand-chose en dynamique. Voilà, donc si l'Allemagne délivre, on verra que les entreprises de défense pourront valoir bien plus cher qu'actuellement. Mais le secteur, à mon avis, le plus clair en Europe, c'est quand même toujours. Quand même les banques. Ça reste toujours pour vous un risk-reward intéressant. On a plutôt, personne n'imagine d'avoir des taux négatifs. On a finalement des courbes. Justement, on peut bien sûr. zone euro. Très honnêtement, on est plutôt en bas de cycle, donc ça peut caler mieux. C'est juste que ça marche très bien depuis 4 ans. Hein. Mais c'est pas une raison pour que ça s'arrête. C'est toujours aussi peu cher. Alors là, pour le coup, en price to book, ça n'a pas bougé. Ouais. C'est toujours aussi bien la croissance des profits qui a été générée par ce secteur au cours des dernières années. Sur la partie investissement, je voyais... Tout à fait d'accord. Sur la partie financière. Oui, d'accord. Sur les financières, tout à fait d'accord. Sur la défense. Sur la défense, il y a peut-être un transfert que j'ai fait. Je trouve que c'est allé très vite sur les larges de défense. Sur les small and mid liés à la défense, il y a quelque chose qui est intéressant et il y a encore du potentiel. Donc il y a quand même de la profondeur de marché autour de ce thème de la défense. C'est pas juste une poignée de valeurs larges, d'ailleurs, qui n'étaient pas très larges il y a encore 6 mois ou 1 an, mais qui intègrent des indices aujourd'hui un peu plus... Donc il y a des choses à faire encore sur ce secteur-là, et peut-être un secteur qui a 2 caractéristiques en commun avec les financières, à savoir un espoir de plus en plus fort de consolidation et une bonne redistribution à l'actionnaire, c'est les télécoms. C'est pas très sexy, mais il y a plutôt des choses à faire. Year to date, ça a plutôt bien marché. Je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel là-dessus. Donc voilà, et c'est dans ces secteurs défensifs, c'est pas exorbitant en termes de valorisation, en termes de prix. Non, c'est pas du tout exorbitant. Et la raison pour laquelle ça a bien marché, ce sera peut-être moins le cas à l'avenir puisque c'est en train de se résoudre, mais c'est évidemment la non-exposition aux tarifs. Du tout. Donc voilà, le côté défensif était vraiment présent. Mais si en plus on a une vraie exécution de la volonté de consolidation de ce secteur-là, ça pourra relancer vraiment les valorisations qui sont encore basses aujourd'hui. Bon, sur la partie investissement, je sais pas, il y a un message particulier Non, là où je rejoins, c'est sur les petites et moyennes capitalisations européennes, qui sont décotées, où il peut y avoir un intérêt. Ça aussi, il y a un des marqueurs du premier semestre. Et puis, les fondamentaux européens ne sont pas si dégradés que ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cycle européen est un peu en panne parce qu'il y a cette incertitude très importante, mais il y a quand même une inflation qui baisse bien, qui stimule le pouvoir d'achat des ménages. On a un marché du travail qui, pour le moment, tient bon. On a une détente des conditions de crédit. Donc, on a tous les éléments qui pourraient se mettre en place si on avait une détente commerciale ou un accord avec les Américains. On a tous les éléments qui pourraient se mettre en place pour une petite reprise cyclique en Europe et revenir vers une croissance potentielle qui est évidemment plus élevée que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important. Et puis alors, sur la défense, je rejoins. Je pense qu'il faut regarder l'écosystème au sens large, puisque quand la cible de l'OTAN, on ne le dira jamais assez, elle est séparée en 2. Il y a 3,5 de défense, mais il y a 1,5 de dépenses connexes, infrastructures, résilience, etc., cybersécurité. Et là, on peut voir extrêmement large de ce côté-là. Et le nerf de la guerre, ça va être évidemment de considérer beaucoup d'entreprises et donc des petites et moyennes capitalisations. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à regarder de très près. Avec en plus un thème qui va bien sûr au-delà des frontières du marché coté. Enfin, c'est aussi des thèmes qu'on retrouve dans le non-coté aujourd'hui au sens large, pour couvrir l'ensemble du spectre de l'investisseur. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Investment Institute, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management étaient les invités de Planète Marché.